Alors bonjour, je suis Bertrand Dico, cinéaste, et je vais vous parler de Conan. D'abord, on va partir du coup un peu sur votre filmographie. Vous aviez été assez créatif dans le domaine du court-métrage et vous passez au long depuis ces dernières années. Vous pouvez nous expliquer la différence entre créer un court-métrage et un long-métrage aussi exubérant que les vôtres? Alors, j'ai fait de nombreux courts et moyens-métrages pendant des années, qui étaient pour moi une façon de faire des films, puisque un film est un film, quel que soit le format. Et voilà, je me suis répandu dans ce domaine parce que j'avais du mal à passer au format long, non pas parce que j'avais pas écrit de long métrage, mais parce que c'était trouver des financements et pouvoir convaincre les financiers. Donc ça m'a pris un certain temps. Et à partir des Garçons Sauvages, il y a quelques années, j'ai pu faire mon premier long métrage et donc j'ai pu enchaîner avec 2 autres longs métrages. Alors la différence majeure entre ces 2 formats, c'est que le long métrage est un format qui s'inscrit dans une industrie avec une distribution, et donc on est en attente de récits qui tiennent en haleine. Non pas que mes courts-métrages ne tiennent pas en haleine, mais je me permets de plus expérimenter dans mes courts-métrages et de beaucoup plus questionner le récit et de faire des films beaucoup plus méta. Depuis Les Garçons Sauvages, After Blue et maintenant Conan, vous faites des films qui expliquent actuellement que le futur est en train de nous tuer. Qu'il y a quelque chose à rechanger dans ce qui est que le futur est en train de tuer la jeunesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que vous définirez votre cinéma comme punk? Alors, je suis un no futur pas totalement désespéré. Et c'est plus de l'ordre de la mise en garde, quoi. Ce qui m'angoisse, c'est la vieillesse qui tue la jeunesse, et la jeunesse qui serait corrompue par des idéaux malades. Donc tout ça, c'est des angoisses que j'ai et qui traversent mes films. Donc je dirais que c'est un cinéma d'angoissé, un cinéma de mise en garde, et en même temps un cinéma de croyance dans l'avenir. Votre cinéma aussi est extrêmement graphique. Comme certains auteurs comme Jodorowsky, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'univers visuels très recherchés. Est-ce que vous partez puiser dans des inspirations graphiques comme les tableaux ou la BD, ou c'est purement créé par vous? Alors, quand j'écris une histoire, d'abord j'ai pas d'image. Enfin, du coup, les images sont relativement simples, minimalistes. C'est des idées qui s'agencent dans ma tête. Je vais décrire des univers, mais de façon assez succinct. Je vais déployer les récits, déployer les dialogues. C'est après que je commence à réfléchir à l'univers formel, par rapport aux moyens que j'ai, par rapport au désir que j'ai et à la justesse vis-à-vis de mon propos. Et là, effectivement, je vais chercher dans mon imaginaire, mais mon imaginaire, il est nourri de plein de choses que j'ai vues, que j'ai plus ou moins digérées. J'espère les avoir toutes digérées. Et donc, il y a cette idée de collage dans ma façon de créer. Et c'est un processus qui est hérité du surréalisme. C'est aller chercher finalement dans la peinture classique, dans le symbolisme, dans la pop culture, des éléments qui vont, une fois juxtaposés, créer l'univers de mes films. En parlant d'univers à juxtaposer, quelle est votre relation particulière aux effets pratiques? Pouvez-vous nous en parler? Ma relation au collage. Aux effets pratiques. Ah, qu'est-ce que vous appelez les effets pratiques? Tout ce qui est effets spéciaux, purement de plateau, effets de plateau. Alors, le parti pris que j'ai, c'est je tourne tous mes films sur support pellicule, qui est pour moi un support noble, mais quand je dis noble, c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui rend grâce au mieux aux images que je mets en place, grâce au mieux aux actrices que je filme, et je m'évertue à tout faire sur le plateau, surtout faire sur le moment. Donc il n'y a pas de post-production image en dehors du montage et de l'étalonnage. Donc j'essaye de faire en sorte que tout apparaisse sur le moment sur le plateau. Alors pour ça, j'utilise des procédés de trucage hybride.
comme les rétroprojections, où je vais rétroprojeter en numérique derrière les acteurs et les actrices, soit des images que j'ai filmées au préalable, soit des collages numériques que je fais animer, soit des images filmées en direct, déformées, enfin voilà, j'utilise plein de sortes d'effets comme ça en rétroprojection, et sinon c'est des constructions de décors et de la lumière et de la mise en scène. Si vous avez parlé de rétroprojection et tout, ça marche pour les images, mais il y a beaucoup de travail sur le son aussi également, et vous parlez beaucoup de post-synchro dans vos interviews, et dans vos présentations, pouvez-vous nous en parler du coup? Alors à contrario, autant toutes les images sont avalées en direct par la caméra, autant les sons sont reconstitués en post-production. C'est-à-dire que j'ai une prise de son extrêmement sommaire sur mes tournages, je fais beaucoup de bruit, il y a des machines à fumer, je tourne dans des endroits où il y a des nuisances sonores, et moi-même je parle pendant les prises. Donc après, une fois que le montage est fait, du moins une première étape de montage, je convoque les actrices qui se post-synchronisent. Là en général elles retombent sur leurs pattes comme des chats en quelque sorte, et là je vais affiner le jeu d'actrice en leur demandant parfois d'avoir un jeu qui peut être en contradiction par rapport à ce qu'elles faisaient sur le plateau, chuchoter, porter la voix, etc. etc. On va bruiter tout. Et on va, je rajoute aussi des créations sonores, du sound design, et puis après il y a la dernière étape qui est la musique. Donc tout ça compose un millefeuille sonore qui constitue la bande son de mes films. Est-ce que du coup l'exercice du post-synchro, il est plus facile pour vous quand vous dirigez des acteurs et des actrices qui ont déjà fait du doublage, comme Chryssa Terré, du coup, qu'on avait déjà vu chez Jérémy Chaillet? Moi je trouve que tout acteur et actrice qui aime jouer réussit à faire de bonnes post-synchro, quoi. Sur le moment, c'est pas l'exercice qu'elle préfère parce qu'il y a souvent c'est fait quelques mois après le tournage, donc elles sont plus dans le mood finalement du film, mais en se voyant sur l'écran, elles retrouvent très vite leur énergie, et certes c'est assez artificiel, mais curieusement il y a de l'émotion qui ressort de cet exercice. Donc je dirais que jusqu'ici, avec toutes les actrices et acteurs qui se sont prêtés à ce jeu-là, je n'ai eu aucune mauvaise surprise. Au contraire, c'était toujours génial comme expérience. On va parler maintenant plus en précision de Conan. Déjà, c'est une magnifique dissertation sur le métier d'actrice. On avait pu voir, la dernière fois qu'on avait vu une proposition de cinéma sur ce métier-là, c'était du Carax, c'était Holly Motors. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que pensez-vous du coup de la manière dont il présente l'acteur aussi? Et est-ce que c'était votre vision? Vous partagez la même vision? Pas du tout. Alors, Holly Motors, c'est un film que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup, qui est très sombre aussi, et on pourrait dire qui est presque le négatif de Conan, parce que dans Holly Motors, on a Denis Lavant qui incarne plusieurs personnages, qui a plusieurs vies. Dans Conan, on a plusieurs actrices qui incarnent un même personnage qui a également plusieurs vies dans plusieurs époques. Donc finalement, on pourrait dire que c'est un négatif de ce film-là. Toutes vos actrices de Conan ont un point particulier, c'est qu'elles viennent à la base de la comédie. Est-ce que c'était voulu, ce décalage-là, ou pas du tout? Ah, pas du tout. Vous pensez à qui? Pour vous, qui vient de la comédie? Quasiment toutes les Conan jeunes viennent des films comiques, de comédie française. Ah ouais, bah vous voyez, j'ai pas vu les films en question. Non, c'était pas du tout une volonté. Je les ai choisis parce que je les trouvais formidables aux essais, ou je les ai vus dans des films que j'avais trouvé formidables aussi, mais en tout cas pas forcément dans les comédies que vous évoquez. En parlant d'actrice également, comment vous êtes parti rechercher Françoise Brion? Alors Françoise Brion, c'est une actrice voilà, que j'apprécie beaucoup, et dont la carrière m'a marqué. C'est une actrice très discrète, qui a vraiment traversé le cinéma français, et je savais qu'elle ne voulait plus tourner, qu'elle avait pris sa retraite entre guillemets, et c'est Alexandra Stewart, avec qui j'ai travaillé sur After Blue, qui m'en a parlé en me disant Françoise adorerait travailler avec toi. Enfin,
ça serait le genre d'univers qui lui plairait beaucoup. Et donc au moment de penser à Conan, au casting de Conan, j'ai demandé à Alexandra si elle pouvait me passer le contact de Françoise. J'ai contacté Françoise, je l'ai rencontrée. Elle ne connaissait pas mes films. Elle a lu le scénario qui lui a beaucoup plu. Au début, il n'était pas question qu'elle refasse un film, ça l'intéressait pas du tout. Et puis finalement, en me rencontrant, en lisant, ça l'a convaincue de faire le grand pas et de retourner devant les caméras. Vous parliez de pop culture tout à l'heure. Pourquoi on adapte Conan directement au féminin, en version beaucoup plus queer? Et comment on en arrive du coup à être contacté par les Amandiers? Alors, Conan, je voulais faire un film sur la barbarie, sur une barbare à travers les âges. Et par association d'idées, Conan, qui est arrivé sur le tapis en quelque sorte, parce que c'était un nom emblématique. Après, je suis allé faire mes recherches sur Conan, donc je connaissais les romans d'Howard, qui sont à l'origine du film de Milius, et je suis allé rechercher plus profondément, et là j'ai découvert qu'à l'origine des romans, il y a Conan avec 2 N, qui est un personnage qui appartient à la mythologie celtique, qui était un conquérant, et qui était entouré de figures maléfiques, de démons à tête de chien, etc. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, et moi mon idée initiale c'était de raconter l'histoire d'une barbare à travers les âges, justement pour prendre... j'allais dire à contre-courant toute l'imagerie barbare qui avait jusqu'ici été véhiculée par les films avec le côté extrêmement viriliste. Moi ce qui m'intéresse, vous parliez tout à l'heure de portraits d'actrices, moi ce qui m'intéresse c'est de proposer à des actrices des rôles qu'on n'a pas l'habitude de leur proposer, donc en l'occurrence des barbares, et faire comme ça une espèce de portrait rêvé d'une barbare sur plusieurs époques et à travers les âges. Et pouvez-vous nous parler du coup pour terminer du personnage si emblématique, je sais pas le mot en tête, si énigmatique, ok. Si énigmatique de Reiner. Alors Reiner, c'est un démon à tête de chien. Pourquoi le chien? Parce que le chien est le passeur, celui qui fait passer dans l'autre monde, dans toutes les mythologies. J'ai emprunté sa silhouette et son prénom à Rainer Fassbinder, qui est une de mes idoles. Voilà, cinéaste de référence absolue pour moi. Je voulais cette silhouette un peu lourde, ce cuir, ce côté un peu vieux rocker taciturne, et en même temps Reiner est aussi un photographe, un témoin. Il va photographier des moments de barbarie à travers les époques, et la figure de Reiner renvoie aussi à toute une tradition du personnage faustien qu'on a pu voir dans certains films français un peu oubliés, comme La beauté du diable de René Clair, ou des films un peu moins oubliés comme Les visiteurs du soir de Carnet et Prévert. Il y a aussi La Belle et la Bête qui est convoquée là-dedans. Enfin, voilà, ça c'est en ce qui concerne, j'allais dire, les ancêtres français. Et puis il y a aussi les singes de la planète des singes, cette idée de personnages humanoïdes avec des visages, des prothèses d'animaux, en l'occurrence un chien chez Reiner. Et donc c'est un démon qui va s'humaniser au fur et à mesure que Conan se déshumanise. Merci beaucoup. Vous parliez de Faust, du coup. Oui. On voit aussi d'autres films et d'autres univers de Fassbinder dans votre film. Par exemple, je pense à toute cette séquence qui est empruntée aux larmes amères de Petra von Kant. Oui, pensez à quelle séquence? La séquence quand elle quitte l'enfer pour arriver dans ce studio. Ok. Donc ça vous a évoqué... Ça m'a beaucoup évoqué, même au niveau de l'esthétique ou des costumes, ça m'a beaucoup évoqué Petra von Kant. Ah bah ça me va très bien. J'ai pas pensé à ce film en particulier au moment où je faisais ça, mais je prends ça avec cette référence avec plaisir. Non, il y a des films que j'ai convoqués consciemment, et puis mon inconscient fait aussi notre boulot, c'est-à-dire qu'il met des citations malgré moi. La structure que j'ai empruntée, c'est celle de La Montez de Max Ophuls, qui est un film qui raconte l'histoire d'une courtisane qui est damnée et qui doit raconter sa vie depuis un cirque, et donc qui va raconter comme ça des moments de sa vie. Ça c'est vraiment la structure que j'ai empruntée à Max Ophuls. Et après, au fil des époques, il y a certains films que j'ai visités, revisités, où j'ai fait quelques clins d'œil, comme le Rumblefish de Coppola, The Adjuster
The Addiction, pardon, de Ferrara. Bref, j'ai pas tout cité comme ça, mais voilà, j'ai égrené comme ça quelques références dans le film.